écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. Merci d'être avec nous, merci de nous suivre. On est très heureux également d'accueillir Mustapha Kadeli, l'homme que l'on ne présente plus, notre professeur d'histoire de Rabat, que l'on a invité aujourd'hui pour nous parler d'un règne marquant, règne qui s'est déroulé entre 1578 et 1603, celui de Ahmed Mansour, dit Mansour Dabi. Mustapha, raconte-nous, dis-nous pourquoi ce règne était aussi important. Nous sommes au XVIe siècle. Le XVIe siècle, c'est venu après le XVe, c'est logique. Mais le XVe, c'est sa fin, c'est ce qu'on appelle la perte d'Andalousie par les Marocains, non par les Maghrébins, ça dépend. Parce que, on fait beaucoup de spéculations sur l'histoire, sur le passé, et comment cela approprié. Mais cela a fait beaucoup impacter le pouvoir. C'est un changement dynastique, c'est jusqu'à ce moment-là, on avait ce qu'on appelle les Mérinides. Oui. Changement dynastique, leurs cousins les Ouattacides qui ne font pas long feu, et c'est les Saadiens qui prennent le pouvoir. Alors comment ils arrivent sur la scène, justement, après la perte d'Andalousie, l'arrivée beaucoup d'Andalous, y compris le dernier roi, là, le roi de Grenade, comment il s'appelle, Boabdil. Ils ont encore en Espagne la petite montagne où il avait lancé la fameuse larme Il Soupir del Moro. Il y a une petite colline qui surplombe Grenade qui s'appelle Il Soupir del Moro, là où Boabdil avait balancé sa larme sur Et là où on lui aurait dit ne pleure pas comme une femme, ce que tu n'as pas pu défendre comme un homme. C'est sa mère qui lui avait dit. D'accord. Donc il rejoint Fès. C'est le mythe, je ne sais pas. Non, c'est la réalité, paraît-il. De toute façon. Il avait une maman compatissante. Il y a une chanson, je crois, qu'il le chante en espagnol. Le premier à l'avoir mis un jour au XXe siècle, c'est García Lorca. García Lorca est devenu un personnage mythique dans la poésie espagnole parce qu'il a essayé de récupérer les chants de cette période-là pour en remettre à jour et pour une manière de reconnaître ce qu'ils appelaient le passé moro, le passé des Mauritaniens en Espagne, une histoire politique. Bon. Mais si je reviens à ce moment-là, c'est parce que c'est la fin de ce qu'on appelle les dynasties tribales, pour commencer les dynasties chérifiennes avec les Saadiens. Alors, pour résumer rapidement, leur ancêtre, au début, quand cette dynastie commence, il s'appelle Tegmadartia, par rapport à Tegmadart, une localité qui se trouve sur l'ouest Dra, aujourd'hui, pas loin de Tamgrout et Zagora, sur la rivière de Dra. Et vu les troubles, vu beaucoup de problèmes, etc., les Portugais occuper la côte. Vous savez, à l'époque, la Reconquista pour les Espagnols et les Portugais ne s'arrêtait pas à l'Espagne et au Portugal. Il fallait rentrer dans le continent. Il fallait continuer parce que nous, on était chez eux et eux, ils voulaient continuer chez nous. Ils ont occupé Tanja, Ceuta, Melilla, Wahran, Alger, Bjaya, Tunis, Agadir, Santa Cruz, Delgué, Azmour, Jdida. Je veux dire, toutes les côtes étaient occupées. Et du coup, c'est une période de trouble parce qu'il n'y avait plus de pouvoir central pour contre-attaquer cela, soit côté Tunisie, où il y avait les Hafsides qui étaient à un moment donné soumis aux Mérinides, et puis ils sont devenus indépendants, mais ils n'ont pas réussi à se défendre. En Algérie, tout le monde était dispatché, en Maroc, tout le monde était dispatché. Les derniers souverains ouattacides, avec les petits souverains qui ont émergé au niveau de Tlemcen, de Constantine, d'Alger, de la Kabylie, n'arrivaient pas à soutenir un petit peu cette offensive, surtout avec les réfugiés qui sont venus d'Andalousie, qui ont participé aussi à une sorte d'instabilité. C'est un événement démographique. Et c'est l'arrivée de ces Espagnols et de ces Portugais sur la côte méditerranéenne et la côte atlantique. Et donc la légende, l'histoire raconte que les tribus du sud, côté Sousse et Sahara, cherchaient un leader pour les conduire à chasser les Portugais de la côte. Le djihad pour libérer le pays, c'est toujours la notion du djihad, c'est-à-dire libérer le pays, pas autre chose comme on en dit aujourd'hui. Et ils sont allés voir quelqu'un de Aqqa. Aqqa aujourd'hui se trouve sur les confins du Dra vers le Sahara, Mbarak al-Aqawi.
Il s'appelle comme ça. Pourquoi ils sont allés voir ce bonhomme? Parce qu'il était dans la cour. Wattasid Fès, il est devenu très âgé, très vieux, grand alim, grand taleb. Il était dans le sérail du pouvoir des derniers Mérinides et des premiers Wattasid. Et il est revenu au bled, se reposer, prendre sa retraite apparemment, etc. Donc les tribus vont voir. Il dit, bon, bah, tu es un homme sain, sage, tu connais le pouvoir, tu étais à Fès, tu étais avec le pouvoir. Et nous avons besoin d'un chef, il faut y aller. Et ça, c'est les chroniques qui le disent. Non, moi je suis vieux, assez âgé, je ne peux pas faire cela, mais vous pouvez voir quelqu'un de ma part à Tagmadart, allez le voir et vous allez voir. Et bien finalement, oui, c'est l'ancêtre de cette famille tagmadartienne qui va devenir les Saadiens par la suite, par une prouesse de généalogie. Bon, ça c'est secondaire, plus ou moins. Et donc, il se met à la tête de ces tribus. Premier objectif, la libération de ce qu'on appelle aujourd'hui la ville d'Agadir. Agadir Oufla, la citadelle qui était là-haut et qui était apparemment construite par les Portugais pour surveiller un petit peu côté mer et côté terre. Et ils gagnent. Donc, les tribus, conduits par ce chef saadien ou de tagmadartien, gagnent. Et c'est la montée vers le nord. Et c'est comme ça qu'on a la naissance de la dynastie saadienne qui arrive jusqu'à Marrakech. Nous sommes à peu près vers 1520, entre 1520 et 1530, parce que si je le raconte, parce que vous allez voir la surprise. Et donc, il y avait des escarmouches avec les Wattassides qui continuaient à gouverner Fès, mais les Saadiens étaient à Marrakech et Marbé à la frontière. Sauf que les Saadiens, une fois renforcés de nouveau par les tribus du Haut-Atlas, par les tribus du Haouz, continuent leur marche vers le nord et ils se rencontrent sur l'oued de Marbé exactement le même lieu où est mort Hassan Ier en 1894. Zidou encore une fois. Parce que c'est le passage, c'est le Mshra, c'est le passage à gué de la rivière Marbi et la rivière des rivières, comme l'indique son nom ancien dans les manuscrits Winnisafen. Winnisafen, c'est la rivière des rivières, parce que toutes les rivières qui tombent dans Marbi, ils disparaissent. Depuis le Moyen Atlas, il arrive. Beaucoup d'autres rivières du Haut Atlas et du Moyen Atlas finissent dans le Marbi. Et Marbi, il s'appelle Marbi jusqu'à Zmour. C'est la rivière des rivières par excellence, c'est-à-dire la plus grande du Maroc au niveau du débit. La traversée, c'est pas anodin. Alors, question peut-être stupide, mais pourquoi ils n'ont jamais construit un pont? Si, il y en avait plein. Surtout pas loin du lieu où va avoir cette bataille entre les Saadiens et les Wattassides vers 1527. Le même lieu va mourir Hassan Ier en 1894. Pas loin, je dirais entre Khnifra et ce lieu, j'ai comptabilisé aujourd'hui les traces de 6 ponts. D'accord. Mais le contrôle des ponts est un élément stratégique. Mais jusqu'à la période d'El Mansour, on va en parler après, il y avait encore un pont sur le Marbi' côté Zaouit Cheikh aujourd'hui. Il devait y avoir au moins une vingtaine d'arcades, peut-être. Aujourd'hui, il en reste une seule qui est debout. On en parlera puisque j'ai trouvé une indication que ce pont était encore une route vers Marrakech. Mais peut-être les Wattassides le contrôlaient. D'accord. Donc, ils sont descendus un peu plus bas vers entre Zaouit Cheikh et Qsbet-Tadla. C'est pas une grande distance. Et à ce moment-là, les deux armées se rencontrent. Et qui y avait dans l'armée Wattasside? Ce fameux Boabdil. D'accord. Et elle est morte dans la bataille. C'est pour ça que j'ai évoqué, je suis arrivé en 1492. Il soutient les Wattassides puisqu'il était leur hôte dans la ville de Fès, les nouveaux prétendants qui arrivent du sud. Et du coup, cette bataille était décisive et fatidique. C'est la fin des Wattassides et le début de la dynastie saadienne. On est en 1527. Mais c'est pas encore gagné parce qu'il fallait continuer vers le nord, convaincre les tribus de les suivre. Surtout les tribus alliées des Wattassides, et surtout aussi continuer la libération des différents points côtiers qui étaient occupés soit par les Espagnols, soit par les Portugais, mais la majorité c'était Portugais côté Atlantique, y compris Ceuta et Melilla au début, et puis la suite c'est les Espagnols. Donc les Saadiens, c'est un autre sujet, mais on va quand même rappeler, puisque c'est très connu, que leur haut fait d'armes, c'est la victoire sur les armées espagnoles et portugaises à Oued el Makhazin, ce qu'on appelle la bataille des Trois Rois. C'est bien ça? 1578. Voilà, et c'est suite à cette bataille que Ahmed Mansour est devenu sultan. Exactement. Donc c'est le règne de Ahmed Mansour qui est présenté comme un règne, disons, glorieux, puisque après avoir perdu le nord, l'Andalousie, c'est un système, c'est un régime, c'est un pouvoir qui va se diriger vers le sud. Qui se restreint.
Qui se restreint d'abord et qui va se diriger vers le sud par la suite, oui. Voilà. Mais entre la prise... C'est les conquêtes Tout à fait. sud-sahariennes. Mais entre l'achèvement de la souveraineté des Saadiens venus du sud, du confin saharien, et l'achèvement de leur souveraineté sur l'ensemble des territoires jusqu'à la Méditerranée, il ne faut pas oublier que nous avons un nouvel arrivant dans la scène locale et internationale et dans la Méditerranée en même temps, c'est les Ottomans. Des Turcs. Les Turcs. Ils étaient nos voisins à Alger. Ils ne sont pas encore en Tunisie, hein. Nous sommes dans les années 1540-1550 parce qu'ils n'occupent la Tunisie que vers 1570, les Ottomans, par une conquête militaire. Par contre, pour l'Algérie, non, ce n'est pas une conquête militaire. L'histoire des deux Barbarousse, les deux frères Arrouj et Barbarousse, qui étaient des pirates, des renégats, et qui chassent les Espagnols et qui demandent à faire allégeance aux Ottomans parce qu'il n'y avait personne de l'autre côté. C'est-à-dire côté face au Marrakech, il n'y avait personne à qui faire allégeance, tout le monde était faible et donc ils ont choisi le puissant du moment qui était le sultan ottoman. C'est comme ça. C'est la grande période de la piraterie qui correspond du côté de chez nous à ce qu'on appelle les corsaires de Rabat, Tout de à Salé. fait. C'est le contexte. Qui est le sujet d'un autre podcast que je vous conseille d'écouter. Tout à fait. C'est le contexte, donc la course d'une manière générale, la piraterie, côté ottoman, côté marocain, côté européen, chacun va l'utiliser dans ses relations internationales de pression, de sous-pression, de guerre indirecte sur le contrôle de la Méditerranée, du commerce et puis la pression. Mais en tout cas, nous avons affaire à deux puissances, les Ottomans d'un côté et les Espagnols d'un autre. Les Portugais qui allaient vers les Amériques, les Espagnols qui prennent le pouvoir finalement au niveau de l'Europe. Vous savez, les Espagnols, ils occupaient la moitié de l'Italie, ils occupaient l'Espagne bien sûr, mais ils avaient la Belgique, ils avaient la Hollande, ils ont réussi à mettre à pas un moment l'Angleterre jusqu'au Habsbourg, un bout de la Suisse. Ils ont mis la France sous tutelle puisque ce roi Philippe II, je dirais, il avait fait plusieurs mariages. Hein. Le pape lui avait fait une fatwa pour lui légaliser la polygamie. Hein. Il était marié avec sa cousine de Portugal, avec la fille d'Henri IV de France, avec la reine d'Angleterre. Donc il y avait un système de mariage un peu compliqué qui faisait que l'Espagne avait de l'influence sur toute l'Europe. C'est ce que tu nous dis. Absolument. D'accord. Donc l'Espagne d'un côté, les Ottomans de l'autre. Les Ottomans de l'autre. Et comment se passe une sorte là-dedans. Et les petits Saadiens, justement, alors, au début, ça se passe peace and love, quoique les Ottomans essaient au début d'aider les Wattassides contre les Saadiens, sans succès. Et on est au moment, pour dater un petit peu, pour donner le repère à nos auditeurs et aux auditrices, c'est le moment de Suleiman le Magnifique. D'accord. Donc Suleiman, la grande puissance ottomane, le bonhomme qui avait assiégé Vienne, il était féru de sa puissance. Et à un moment donné, il a demandé au père d'Al-Mansour, qui était Mohamed Chir, de le reconnaître comme commandeur des croyants, donc de faire la prière dans les mosquées du Maroc en son nom. Donc il envoie une lettre. Il lui envoie une lettre en lui demandant de le reconnaître comme imam du musulman, grand sultan du musulman, Amir al-Mouminin, etc. Amir al-Mouminin de l'ensemble du musulman. Donc le Maroc. Non, de l'ensemble des musulmans qu'il dominait, dans les Balkans, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, en Arabie, partout. Que répond Mohamed Chir? Mohamed Chir lui répond par une lettre, je vais dire la phrase en arabe, qui est assez rigolote. Je te répondrai d'Égypte, sultan des pêcheurs. Donc ça veut dire, je vais occuper l'Égypte, et je te répondrai de là-bas. Donc je serai en Égypte et je te répondrai d'abord. C'est-à-dire je vais vaincre tes armées jusqu'à l'Égypte. Hein. C'est-à-dire Algérie, Tunisie, Libye, hein, ne rêve plus de cela. Et Sultan al-Hawata, sultan des pêcheurs, les gens... Pour réduire de son importance. Quoi. Importance, et puis bon, les pêcheurs, ça sent le poisson, hein, donc c'est même pas propre. D'accord. Et là, Suleiman, le grand Suleiman se vexe, bien sûr. Bon, il ne pouvait pas lui déclarer la guerre, ni envahir le Maroc. Là, ça commence à prendre bien. Et il envoie, comment dirais-je, des soldats qui se présentent au sultan Mohamed Chir comme des déserteurs. De l'armée turque. De l'armée turque, ils viennent de Tlemcen, se présentent, ils disent, bon voilà, nous on a déserté l'armée ottomane, elle est mauvaise, elle nous maltraite, elle ne nous paye pas bien, etc. Nous avons entendu de votre pouvoir, de votre puissance, de votre... etc. Et ils l'ont convaincu, en tout cas, il commence à devenir partie de sa garde personnelle. Et donc, je ne sais plus sur combien de périodes, je crois 1 an ou 2 ans, jusqu'à ce que vraiment confiance totale s'installe. Et donc, il se rapproche au fur et à mesure, il se rapproche de plus en plus du précaré du sultan Mohamed Chir. Et une fois, lors d'un déplacement, donc une nuit, il campe à Aglagal, un lieu qui s'appelle Aglagal, à côté de Ouarzazate, Ouazgit. Et il le tue, il lui coupe la tête.
Lui, deux ulama qui l'accompagnaient. On a les noms, un Sktani, l'autre, je ne me souviens plus le nom. Et donc, il lui coupe la tête, il le met dans le sel et il l'amène. En tout cas, la tête arrive jusqu'à Istanbul et il est suspendu à l'une des portes d'Istanbul comme trophée de la victoire par Suleiman le Magnifique contre Mohamed Shir. Son frère, qu'on va retrouver de nouveau avec Oued el-Makhazin, Mohamed el-Ghalib Billah, prend le pouvoir. Mais il voulait assassiner les enfants de son frère Mohamed Shir, l'assassiner qui sont Ahmed al-Mansour et Abd al-Malik. Eh bien, le choix est vite fait de s'enfuir chez les Ottomans, donc chez l'assassin de leur père. Sauf que l'assassin de leur père était mort entre-temps, Suleiman le Magnifique, et c'est Mourad III qui est devenu sultan des Ottomans. Et donc il les reçoit bien, il passe là-bas 5 ans. Donc Ahmed al-Mansour et Abd al-Malik. Et leur mère, Msaouda al-Ouzguitiya, ou Laouda al-Ouzguitiya. Donc la famille de Mohamed Shir se retrouve à Istanbul. Voilà, en exil, quoi. 5 ans. Oui. Donc il se pénètre de la culture ottomane, il parle turc, j'imagine, et voilà. Oui, certainement. Voilà. Ils apprennent beaucoup de choses. Pendant que leur oncle règne. Pendant que leur oncle règne, et bien sûr, il rentre en relation avec de nouveau les Espagnols, comme alliés conjoncturels, et les Ottomans comprennent que ce n'est pas dans leur intérêt que la chose continue, puisque dans le jeu d'échecs de l'époque, valait mieux avoir le Maroc de leur côté que de l'avoir du côté espagnol, puisque le Maroc est voisin de l'Algérie ottomane. Bon, on dit l'Algérie ottomane, c'est juste la côte, C'est juste la côte, c'est pas l'Algérie comme on la connaît aujourd'hui. Et Ahmed al-Mansour, en tout cas, qui est illustre parce qu'il apprend beaucoup de choses, parce qu'on va voir l'impact de son séjour de 5 ans en Turquie sur la période de son règne. Et il participe même, il fait partie de l'armée ottomane. Quand l'armée ottomane envahit Tunis, jusqu'à ce moment-là, c'est les Hafsides qui gouvernaient. Vous savez, les Hafsides, ils gouvernaient la Tunisie depuis les Almohades. Les Hafsides, c'est par rapport à Abu Hafs Omar. C'est le surnom que le Mehdi Ben Toumart avait donné à ses compagnons. Ils sont originaires d'une tribu qui s'appelle les Hentata, qui se trouve aujourd'hui entre Chichawa et 1100 et quelques, c'est les Hafsides. Sauf que les Hafsides sont devenus tunisiens par mariage. Mais au début, ils sont envoyés de Marrakech comme gouverneurs. De la Tunisie. De la Tunisie, ils se marient et ils restent. Ils deviennent une dynastie tunisienne, plus ou moins. Ils jouent avec les Mérinides, ils avalent un petit peu, ils composent jusqu'aux Ottomans. Donc nous avons une continuité de la dynastie Hafside en Tunisie depuis la période almohade jusqu'à peu près 1572, la conquête ottomane de Tunisie, qui est une conquête militaire où Mansour avait participé comme soldat dans la marine ottomane. Et la légende raconte que c'est sa mère, à lui, Msaouda al-Ouzguitiya, qui a reçu l'information par le biais de son fils qui lui a envoyé un coursier marin, etc., qui annonce la nouvelle sultan ottoman bien avant que la nouvelle officielle de la victoire lui arrive d'une manière officielle par ses propres armées. La légende. En tout cas, à partir de là... En tout cas, la Tunisie devient ottomane. Et c'est le retour également, juste après cela, c'est le retour des deux frères avec leur mère vers le Maroc. D'accord. Appuyés par les Ottomans pour reprendre le pouvoir de leur père que leur oncle leur a usurpé, en tout cas selon leur version de l'époque. D'accord. Et c'est là... Je ne sais pas si on a dit le nom de l'oncle. Abdallah al-Ghalib qui va finir par obtenir le surnom de l'Mslour, parce qu'elle a été dépecée, voilà, après la bataille de Oued el-Makhazin. Et donc là, ils arrivent, soutenus par les armées, un peu d'armée ottomane, surtout l'artillerie, mais aussi et surtout, c'est là que commence un phénomène extraordinaire au Maroc, c'est ce qu'on appelle la mobilisation des Zaouïas. C'est les Zaouïas qui mobilisent les armées, et c'est à partir de ce moment-là que les Zaouïas commencent à prendre une importance politique, alors que jusque-là, ils avaient une importance religieuse, mystique, etc. Mais face à ce pouvoir vide, que l'Al-Ghalib commence à dealer avec les Espagnols, que les gens ne sont pas contents, que le père de Mansour, finalement, on a compris que c'était les Ottomans qui l'avaient tué. Bref, une sorte d'instabilité qui en fait que le sultan officiel ne tient plus le coup, et donc il demande de l'aide des Portugais, et les prétendants qui cherchent à retrouver leurs droits dits légitimes trouvent dans les Zaouïas leur réseau de mobilisation. C'est pour ça qu'on parle d'une sorte d'armée populaire mobilisée par les Zaouïas qui a fait le travail lors de Oued el-Makhazin avec bien sûr une direction militaire qui était Ahmed al-Mansour. Et donc avec ce retour, Abd al-Malik est déclaré officiellement sultan.
Et il meurt pendant Dans la la bataille, pas tué, il était malade. Bon, on dit qu'il a été même empoisonné. Et le Ghalib était de l'autre côté avec les Portugais, avec l'histoire du pont qu'on avait détruit de Oued el-Makhazin, côté de Qasr el-Kbir, la bataille des Trois Rois, et l'armée de Sébastien qui a connu le désastre dans cette bataille. C'est une bataille très importante, on va y consacrer un podcast, parce que même du côté portugais, ça a donné une sorte de culte de Sébastien. Ça a donné également beaucoup de prestige au Maroc qui était craint, qui restait craint de longues années. Jusqu'à quand? Jusqu'à la bataille d'Isli, 1830. Voilà, Donc, 1830. de 1578 pratiquement à 1830, on a vécu sur ce prestige, ce qu'on appelle on a mangé le capital, quoi. Voilà, c'est-à-dire que vaincre des armées européennes, ça, c'est quelque chose qui a été important dans les siècles qui viennent. Mais ça mérite un podcast à part entière et on va revenir à Ahmed el-Mansour. C'est là que le Mansour apparaît, c'est-à-dire Abdelmalek, son frère, meurt. Le sultan qui était là, qui a usurpé le pouvoir, meurt. Il est devenu le Mslour, le DPC, parce que, paraît-il, on l'a dépécé, on l'a rempli de paille et on a traîné son corps un peu partout pour montrer le trophée de celui qui voulait vendre le pays. Vous savez, la question de l'indépendance, de la souveraineté, de la défense du territoire chez les Marocains est un élément très important dans l'histoire, avec cette histoire des envahisseurs, y compris l'image négative qu'on a vis-à-vis de ce qu'on appelle les chrétiens et la chrétienté. Parce que l'occupation est associée à la chrétienté. C'est pour ça qu'on reste toujours à fleur de peau sur cette histoire d'évangélisation, de christianisation. L'occupation, c'est christianisation. Christianisation, c'est l'occupation, c'est lié à la dépossession de la souveraineté. C'est perte d'identité, perte de... C'est un long film de conflit intime avec le voisin intime, ou l'ami intime, non, le voisin intime, non, l'ennemi intime. L'ennemi intime, qui sont nos voisins immédiats espagnols. Donc Ahmed Mansour arrive comme un sauveur là-dedans. Oui, donc il profite de l'occasion, une victoire. Un passé de 5 ans en Turquie, à Istanbul, aux côtés du sultan, une expérience militaire dans l'armée ottomane, et puis bien sûr un background de la période de son père, un savant, un lettré qui lisait les textes, mais aussi qui a appris les langues étrangères, le turc, certainement l'espagnol, parce qu'il y a des correspondances. Vous savez, il a correspondu avec une reine d'Angleterre, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est Victoria ou Elisabeth la première, qui était à l'époque là, et il y avait des correspondances en espagnol, et on a des correspondances... En anglais, tu veux dire? Oh non, en espagnol. Avec la reine d'Angleterre. Avec la reine d'Angleterre, parce que c'est la langue dominante à l'époque. L'anglais était encore inconnu. Il n'y avait pas encore appelé ce qui va avec. C'est la langue de la diplomatie qui va supplanter le latin à un moment donné en Europe. Un lettré qui va avoir un règne glorieux. Et moi, ce que j'ai appris à l'école, ce que j'ai retenu, c'est Tombouctou, quoi, c'est ça? 1591. Est-ce que j'ai raison ou j'ai tort? Ça commence en 1578. Cette victoire sur les Portugais, c'est très important. Mais qu'est-ce qui s'ensuit? C'est tout le mythe de Barthez qui va naître au Maroc. Parce que beaucoup de prisonniers, il a fait beaucoup de prisonniers. Et les prisonniers à l'époque, ils ne vont pas dormir dans des cachots, à manger, à dormir et à attendre le soleil. D'abord, les riches portugais ont payé des rançons pour récupérer les nobles. Ils les ont récupérés. Et le petit peuple des soldats est resté prisonnier. Et c'est là que le Mansour en profite pour construire énormément de ponts, énormément de casernes militaires, un peu partout au Maroc, y compris, il a adopté même certains mœurs. Par exemple, nous avons l'histoire d'une tradition qu'on fait à Ashura Aslam, au Kibchoumou. C'est lui qui a importé cela de Turquie. Alors ça a disparu de Turquie aujourd'hui. Il n'y a plus de traces de cela. Mais lui, il a vu cela là-bas à Istanbul et il a demandé à ce qu'on fasse la même chose. Ce que Mawkib Chouma, pendant Ashura, qui est une spécialité de la ville de Salé, c'est une trace. Ensuite, il introduit des terminologies de l'armée turque dans l'organisation de son propre armée. Le nom de l'Kahya, le nom de l'Qshla, c'est le nom turc de la caserne. Le Kahya, c'est un grade militaire. Le Bakshish, c'est le salaire en turc. C'est pas uniquement militaire, ça. Bakshish, c'est le salaire en turc. D'accord. C'est le salaire. Après, il a eu des sens dans la langue française. Ça, c'est les déformations de ce qui arrive à la terminologie qui prend d'autres sens. Mais initialement, c'est turc. C'est le salaire des militaires. C'est le salaire de l'armée. D'accord. Il y a d'autres exemples comme ça linguistiques? Kahya. Alors, les termes qui se terminent par J. Qahwaji, Qasbaji, Kouamanji, Da'baji. C'est de la terminologie turque qu'on implante dans la terminologie soit du Marzen, qui opte aussi pour des mœurs à la turque, si j'ose dire, au niveau du cérémonial,
Et de cette terminologie utilisée dans l'organisation de l'armée, j'ai dit le kahia et j'ai oublié le terme qu'on utilise encore, qui est une structure administrative marocaine, le besha, le pacha. Bien sûr. Qui est un élément turc aussi, qui est une sorte de grade, de situation sociale. Donc on peut dire que Ahmed Mansour modernise un peu l'armée marocaine, c'est ça? Oui. Il modernise l'infrastructure avec ses histoires de ponts. Oui, etc. et il introduit aussi l'industrialisation du sucre. C'est le premier pays dans le monde qui industrialise quelque chose. Jusque-là, l'industrie se limitait à transformer des éléments naturels en éléments naturels, sans passer par un procédé technique quelconque. Là, on fait cuire la canne à sucre. C'était connu comme pratique. C'est connu, on a des traces de la période mérinide, par exemple. On faisait des sirops, on faisait des choses avec la canne à sucre dans la pâtisserie, mais c'est un usage domestique. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il en fait une échelle industrielle. Une échelle industrielle, c'est une production à grande quantité. La question qui se pose, mais pourquoi faire? Il n'y avait pas de café, il n'y avait pas de thé. Alors, qu'est-ce qu'on ferait avec du sucre à l'époque? C'était destiné à l'export à l'Europe. Mais qu'est-ce qu'elle en faisait en Europe? En Europe aussi, il n'y avait ni café ni thé. Si le moment où les Ottomans ont commencé à introduire le café en Europe, et bien sûr, c'était un produit d'élite. Et bien sûr, il fallait le sucrer parce que le café est amer. Et du coup, le Mansour, peut-être par son séjour en Turquie, avait compris l'importance de ce produit qu'il a industrialisé pour le vendre aux Européens. Et on a des documents où les différentes puissances, les différentes cours européennes, françaises, espagnoles, anglaises, se disputaient le monopole de ce commerce avec le Mansour, avec plein de cadeaux, etc. N'oublions pas qu'après sa victoire et quand il a été intronisé, toute l'Europe est venue avec des cadeaux, féliciter le vainqueur, une manière de demander sa bonne amitié. Donc ça lui donne de la valeur au niveau des relations internationales et les Ottomans comprennent une fois pour toutes, bon, c'est leur allié, c'est clair, mais en même temps, ils ne peuvent pas rêver non plus d'en faire un appendice, de lui demander de leur empire ou de leur demander de le reconnaître. Nous sommes au début de 1580, le Mansour s'installe, il organise bien son armée. D'ailleurs, on a des descriptions. Son vizir personnel, qui était le Fishtali, nous a laissé un document extraordinaire de détails sur la période du règne et même un peu plus tard sur les différents événements. Nous avons une deuxième source, Nuzhat al-Hadi, d'un lettré qui s'appelle Oufrani par rapport à Ifren de l'anti-Atlas, originaire de là-bas, qui nous a laissé également un document un peu tardif, mais qui ajoute d'autres documents d'autres informations sur la base de divers documents. Mais ces deux sources sont des sources inépuisables sur ce moment-là, y compris plein de détails. Pour en arriver à Tombouctou, il ne s'est pas réveillé un jour et dit je vais à Tombouctou. D'ailleurs, Al-Fishtali nous raconte le détail de cette histoire quand le Mansour a décidé de réunir, alors il précise, Ru'asa al-Qaba'il. Regardez comment on faisait la notion du pouvoir à l'époque. On avait ce qu'on appelait Ru'asa al-Qaba'il, ce qu'on appelle les chiours, les imran. En tout cas, il réunissait son élite, Ru'asa al-Qaba'il, les chefs des tribus, les chefs des armées, ces gouverneurs, ces personnes, en tout cas de l'État. Et il nous raconte en détail l'événement quand il leur a dit, je vais aller à Tombouctou. Et la réponse était unanime, mais personne ne l'avait fait dans l'histoire. Il a dit par exemple, les Almoravides, ils ne l'ont jamais fait. Il a dit, mais vous êtes bêtes ou quoi? Les Almoravides sont venus de là-bas. Ils n'avaient pas besoin d'y aller, puisqu'ils sont de là-bas. Alors, par contre, ils sont allés en Andalousie. Il dit, c'est en Andalousie qu'il faut y aller. Il dit, maintenant, je ne peux plus. L'Andalousie, vous voyez, c'est puissant, je ne peux pas. Par contre, c'est nécessaire de retrouver nos frontières, parce que c'est un élément fondamental. Etc. Donc ils nous racontent le détail, puis ils disent mais c'est pas possible, le Sahara avec l'armée, la logistique. Tu es en train de nous dire qu'il négocie, qu'il discutait avec les chefs de tribu pour organiser ça. Est-ce que c'était une consultation, c'était une information, c'était un débat, c'était quoi? C'est le tout. Il avait sa petite idée, parce que il fallait les convaincre, il fallait les mobiliser. Absolument, et je crois que c'est un élément de gouvernance très fondamental et très important. Il avait la possibilité de le faire par une décision individuelle sur un coup de tête, mais non, c'est pas le cas. Et c'est toute la notion de gouvernance à l'époque, en tout cas dans son moment. Et pourquoi c'est pas le seul moment? Je veux dire, on a dans les chroniques historiques de la période et tout ça dans ce qu'on appelle les sources, le masadir, les sources d'époque, sur les grandes décisions des grands sultans.
c'est toujours رؤساء القبائل, رؤساء الجيش, كذا. Toujours on demande, on réunit l'élite. L'élite, c'est les gens qui ont le pouvoir effectif, soit sur l'armée elle-même, soit sur les tribus, qui sont l'élément fondamental. Sans les tribus, on ne peut pas comprendre l'histoire du Maroc. Et les tribus le suivent. Bien sûr. En tout cas, c'est les alliances. Puisque tout le monde est content, on a gagné le makhazid, la légitimité est là, personne ne peut contester quoi que ce soit. Mais en tout cas, on essaie de le convaincre que c'est délicat, c'est difficile, c'est pas évident, c'est loin, c'est le grand désert, etc. Il a dit, comment ça le grand désert? Vous êtes malade ou quoi? Mais les commerçants font le va-et-vient toute l'année. Et moi, sultan, avec tout mon pouvoir, vous croyez que je ne peux pas le faire? Non, ce n'est pas un argument, le désert. Le désert, c'est très simple. Et d'ailleurs, il nous raconte comment il construit des petites barques en pièces détachées à Marrakech, qu'elle transporte en pièces détachées. Arrivé à Tombouctou, ils prennent les pièces détachées, donc ils fabriquent leurs barques sur place, et de là, ils font le fleuve Niger jusqu'à Gao. D'accord, donc c'est une expédition qui est menée par un certain Jodar, c'est ça? Oui, le Bacha Jodar, qui était un renégat, converti. Non, un Andalou. Un Andalou, parce que les Andalous, les Morisques, c'est pour ça l'origine du problème des Morisques en Espagne, ils commençaient à s'échapper, tant qu'ils le pouvaient, d'Espagne et de Portugal. Et donc, ils rejoignaient l'armée du Maroc et le sultan faisait des officiers. En tout cas, il avait une armée d'Andalous avec lui. Les gens donc c'est un militaire, ce Jodar. Ce Jodar, avec son frère, était un militaire. Oui. C'est un militaire enfin, parce que c'est lui qui y va, en fait. Ahmed Mansour n'y va pas. Non. C'est juste le Bacha Jodar avec une armée, je ne sais plus combien de personnes. Ils sont en ordre de grandeur, c'est quoi? Ça peut être jusqu'à 20 000. Ça peut être jusqu'à 20 000. Et c'est là que comment ils ont vaincu rapidement, je veux dire, c'est juste des coups de fusil, c'est la poudre. À l'époque, les Touaregs qui habitaient la région, des Sanhaja, ne connaissaient pas encore les armes à feu. Et c'est avec les armes à feu que le Mansour fait la différence rapidement. D'ailleurs, par la suite, nous avons le grand faqih alim de Timbuktu qui s'appelle Ahmed Baba Timbukti, dont l'histoire est immense et qui mérite quand même d'être raconté parce qu'il est mécontent. Il est mécontent des agissements de l'armée sur place. Bah oui. Parce que l'agissement de l'armée, il était mauvais. C'est pas ce qu'on appelle la conquête de l'entrée en soi à Timbuktu ou à Gao qui fait problème. C'est le comportement de l'armée vis-à-vis des habitants, et y compris Ahmed Baba Timbukti qui était blessé qui est tombé. Je ne sais pas, suite à une escarmouche ou un accrochage avec des soldats ou des officiers. Bref, il a été frappé apparemment et blessé, ou il est tombé d'une monture. Je ne me souviens plus exactement. En tout cas, il boitait. Et donc, le fait arrive jusqu'à Marrakech et le sultan leur demande d'envoyer Ahmed Baba et toute sa famille, donc son frère ou ses frères, ses femmes, ses enfants, toute la semaine-là, arrivent à Marrakech. Il est exilé à Marrakech et mis en résidence surveillée dans une maison pendant 2 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1593. Mais tous les ulama de Marrakech finissent par convaincre le Mansour de le laisser tranquille et surtout de bénéficier de son enseignement. Et c'est comme ça qu'il a commencé à enseigner à Jam' al-Mouassine, d'Abd Shrafa, dans la ville de Marrakech, jusqu'à son retour en 1605. Il est reparti à Timbuktu et il est mort en 1627. À Timbuktu. À Timbuktu. De retour. Il nous a laissé 50 manuscrits, ce Ahmed Baba Timbukti. Sur quel sujet? Tout. L'esclavage. Oh, il a un traité sur l'esclavage extraordinaire. Avant les droits de l'homme, avant Rousseau, avant Gada, parce que son nom complet, rien que son nom complet, c'est un sujet en soi. Ahmed Baba Sanhaji Timbukti Aqit. Aqit, c'est le nom de famille. Ahmed Baba, c'est son nom. Aqit, le nom de famille, au-delà de la fraction tribale. Sanhaji par rapport à Sanhaja ou Aznaga. Et Timbukti par rapport à la ville où il habitait, qui s'appelle Timbuktu, même si aujourd'hui on la prononce Tombouctou. C'est Timbuktu, comme Tinrir, Tinjdad, Tindouf. C'est de la toponymie, enfin la science de nom du lieu qui a du sens en langue amazigh. Et l'anecdote avec le Mansour, c'est le Mansour qui a imité les Ottomans. Donc le Mansour accepte la requête des ulama pour laisser Ahmed Baba enseigner à Marrakech. Et il dit, mais je veux le voir. Donc il l'invite au palais. Et le Fishtali nous raconte, dans Manahil Safa, le grand vizir nous raconte l'histoire de la rencontre de Ahmed Baba Timbukti avec Ahmed le Mansour. Ahmed Baba rentre, c'est le Fishtali qui raconte. Et il ne voit pas le sultan, mais il devine qu'il est derrière un rideau. Et il lui dit comme ça en arabe. Les deux parlent amazigh, mais les deux, il faut qu'ils montrent qu'ils sont des savants. Lettrés. Et donc là, la conversation se passe dans un arabe classique, pur.
Et il dit ceci: أتتشبه برب الأرباب وتتكلم من وراء حجاب فانزل عندنا إن كان لك ما تقول. Tu te prends pour le Dieu des dieux et tu nous parles derrière un rideau ou derrière un hijab. Ça va pas, non? Descends de ton piédestal pour nous parler. Pour nous parler. Et là, le Mansour, le rideau s'écarte, le Mansour descend et le gars lui dit: ماذا تعديت علي وأخرجتني بلادي Le Mansour lui répond: لتوحيد كلمة المسلمين. Ahmed Baba lui répond: mais ولماذا لا تتوحد مع تركة تلمسان؟ فأجابه المنصور: قال صلى الله عليه وسلم: اتركوا الترك ما تركوكم. Un jeu de mots, hein. اتركوا الترك ما تركوكم. Laissez les Turcs tant qu'ils vous laissent. Et Ahmed Baba lui répond: وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا الترك ولو تركوكم. Ne laissez pas les Turcs même s'ils vous laissent. Mais le jeu de mots, c'est une invention. Bon, quoi que j'ai vérifié, il paraît que le premier hadith est attribué au prophète, mais à ce moment-là, les Turcs n'étaient pas connus dans l'histoire. Bon, c'est paraît-il info. Même si c'est vrai, etc. Peu importe. Mais ce jeu de mots, c'est une querelle c'est une querelle de fuqaha, comme on dit, jusqu'à aujourd'hui. Ils cherchent la légitimité religieuse dans leurs alliances. Oui, le couvert de la religion, parce que Tawhid Kalimat al-Muslimin, c'est un prétexte, mais au fait, on a des textes, on a beaucoup de correspondances entre le Mansour et les différents rois, comme on les appelait à l'époque, des petits royaumes, qui c'était à Timbuktu, à Gao et ailleurs. Et ce défi qu'il avait d'affronter les Espagnols, et il leur disait: moi, je les affronte tout seul, j'ai besoin d'argent. Ça, on a des correspondances. C'est-à-dire, il a essayé de négocier une sorte d'alliance et au fait, une sorte de soumission. Mais quand on voit la géopolitique, d'ailleurs j'ai travaillé personnellement là-dessus, parce que je m'étais intéressé aux ambassades entre le Mansour et les Ottomans. Il y avait un grand échange d'ambassades. Et parmi les ambassadeurs que le Mansour a envoyés à Istanbul, on a un qui nous a laissé un récit. Il s'appelle Tamgruti, par rapport à Tamgrut, son pays d'origine, et il a appelé son livre Al-Nafahat al-Maskiya. Il est convoqué à Fès, il trouve 2 ambassadeurs ottomans à la cour. Il prend les instructions, ils partent avec lui: Tétouan, Ouadlaou, Bateau, Ouahran, Alger, Tunis, Tripoli, Istanbul. Il passe 5 ou 6 mois. Retour, 2 autres ambassadeurs reviennent avec lui: Tripoli, Tunis, Alger, Oran, Bjaya, Alger, Oran, Ouadlaou, Tétouan, Marrakech. Il arrive à Marrakech, Eid al-Mouloud. Il nous fait un grand descriptif de la fête de Eid al-Mouloud à Qasr al-Bdih, avec tout ce qu'on a, y compris ce qu'on a mangé. Et il repart chez lui, donc il écrit son manuscrit. Qu'est-ce qu'on mangeait à Eid al-Mouloud à l'époque? Oula, la description des... C'est quelque chose de remarquable. La description des mets qu'on mangeait à l'époque. Aïe, aïe, aïe. Surtout dans la société de cours, hein. Nous sommes dans une société de cours. Le haut de gamme. Oulala. Les farcis, comme ça existait, je crois que ça a continué jusqu'au XXe siècle. Hein, cette histoire de farcis, on peut éventuellement mettre un pigeon dans un poulet dans une dinde dans un mouton, et le tout rôti avec plein de légumes autour. Bref, mais on a, la description des repas qui se sont succédés. Le bonhomme presque lui dire: bon, j'ai pas mangé autant à Istanbul chez le grand Ottoman. Alors, il était la grande puissance à l'époque. Donc qu'est-ce qu'on retient de ce retour? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous a tout raconté sauf la mission. C'est-à-dire qu'il s'est concentré sur les plats. Quel dommage. C'était un anthropologue avant l'heure, parce qu'il nous a fait un descriptif du voyage, y compris les gens qu'il a rencontrés, ses visites dans tous les lieux que j'ai cités, il nous donne un guide de touristes, de visiteurs, hein, je veux dire, il nous donne plein de détails. Et c'est pour ça que ce qui m'intéressait, c'est comme ça que je fais ma recherche. L'intrigue, c'était quoi la mission? Mais en regardant la date, j'ai compris quelque chose, c'était lié effectivement à Timbuktu, parce que son retour, c'est le début de la fin de 1590-1591, la veille de l'entrée à Timbuktu. Parce qu'en même temps, les Ottomans ont occupé le Fezzan en Libye. Donc j'ai compris que c'est une mission de partage de territoire, parce que les Portugais encore occupaient la côte atlantique, côté Afrique de l'Ouest, au niveau du Sénégal aujourd'hui, mais aussi la mer Rouge, le Golfe. C'est ça, c'est l'arrivée des Ottomans dans le Golfe
et même les Chinois, à ce moment-là, qui ont poussé les Ottomans à occuper l'Arabie, sinon ils s'en foutaient de l'Arabie. Ils n'en voulaient pas du tout, c'était pas dans leur stratégie. Eux, ils regardaient vers l'Europe, les Ottomans à l'époque. Donc, tu veux dire que les Turcs et les Marocains se sont partagés l'Afrique, c'est ça? Oui, c'est le commerce transsaharien plutôt. Parce que concrètement, cette prise de Timbuktu va permettre de dégager énormément de richesses, c'est ça? Non, c'est surtout de continuer à capter le commerce transsaharien parce que les Portugais arrivaient vers les côtes et commençaient à attirer ce commerce transsaharien. Or, toute l'histoire de l'Afrique du Nord, de l'Égypte jusqu'au Maroc, ne peut pas être comprise dans sa relation méditerranéenne sans leur relation avec l'Afrique. C'est une équation toute simple. D'accord, c'est-à-dire qu'une zone de transfert entre les richesses subsahariennes Absolument. Et l'Europe pour l'exportation. Les subsahariens avaient des contacts avec les tropiques. Donc, il y avait des échanges entre le Sub-Sahara, la savane et les tropiques. Et eux, ils amenaient les produits, ça venait là, Sijil Massa, Touat, d'où la richesse de Dames, de la richesse. Et du coup, on vendait aux Européens, on achetait, c'est ça, toute l'histoire de ce commerce transsaharien lié au commerce transméditerranéen et lié au commerce transeuropéen. Pour rappel, on nous a dit que Christophe Colomb cherchait la route des Indes. Pourquoi? Il voulait chercher la route du poivre. Bon, le poivre a changé l'histoire de l'humanité. Le poivre, le truc que tout un chacun peut mettre dans son assiette aujourd'hui sans calculer, alors que c'est ça qui a poussé Christophe Columbus à chercher la route de l'Ouest. Last but not least. Mais quelle mouche l'a piqué en 1492 pour qu'il décide lui-même ou quelqu'un lui demande, le pape bien sûr, le roi d'Espagne, etc., pour qu'on lui demande d'aller chercher la route des Indes. Mais qu'est-ce que s'est passé? Eh bien, c'est l'arrivée des Ottomans et l'occupation de Constantinople, qui était ce passage entre l'Inde et l'Europe. Passage des épices. Entre autres. Fermé. Les Européens se débarrassent des Mauros en Europe, en Méditerranée occidentale. Ils étaient contents. Et voilà que les Turcs, un nouveau Moro émerge et chamboule la géopolitique et avec elle l'histoire de l'humanité. Donc finalement, Ahmed Mansour avait des bons rapports avec les Ottomans, c'est ça ce que tu nous dis? Finalement, oui. Il avait des bons rapports, il a négocié, il a essayé de composer avec eux, de se partager les zones d'influence et surtout ce commerce transsaharien. Il n'avait aucun intérêt, ni eux ni lui, à rentrer en conflit parce que l'ennemi commun, c'était les Espagnols qui se sont bien propagés. Les Ottomans sont devenus voisins du pape en Italie. Ils occupaient jusqu'à la côte yougoslave, la Bosnie. La Croatie, la Serbie, c'était ottoman. Donc ils étaient voisins avec le pape. Les Espagnols soutenaient le pape. C'était le soutien numéro 1 du pape à l'époque, puisqu'ils occupaient le sud de l'Italie, à partir pratiquement au sud de Rome, y compris la Corse, la Sardaigne, la Sicile et toute la botte italienne du sud de l'île. Ils faisaient partie de Naples jusqu'à je ne sais plus quelle limite, mais en tout cas la moitié de l'Italie, en tout cas légèrement au sud de Rome, où habitait le pape. Donc nous sommes dans ce contexte, dans cette équation. Pour conclure, je veux dire sur cet épisode d'Al-Mansour, c'est quelqu'un qui a compris la géopolitique du moment. Et je rappelle parmi les lettres que l'Élisabeth ou la reine d'Angleterre, Élisabeth Victoria, lui avait envoyées, c'est l'idée de mettre leurs efforts ensemble pour conquérir l'Amérique. Et il a refusé. Oui. Tu me regardes comme ça. Non, mais parce que j'imagine si mes grands-parents envaient l'Amérique. Ben justement, ça aurait changé le cours de l'histoire. Mais pourquoi il a refusé? Il avait d'autres objectifs au niveau local, hein, Timbuktu et les Ottomans, etc. Mais la question qui se pose, mais y a-t-il l'amour entre les Britanniques et les Marocains à l'époque, les Saadiens? C'est l'ennemi commun, les Espagnols. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre du règne de Ahmed Mansour? J'ai compris qu'il avait il était pour beaucoup dans le cérémonial de la Béat, tel qu'il est encore effectué chaque année. Pratiquement, je crois que la notion de Béat, pas exactement, c'est la désignation de l'héritier de l'Empire, le prince héritier. Il l'a fait avec son fils Mamoun. Fichtali nous décrit très bien en détail, y compris le défilé de l'armée, à la turque encore, hein. L'armée défile, il organise une cérémonie, on a le détail. Il organise ça dans une plaine, il a dit dans le Tamsna. Alors peut-être côté de Kala, Shawiya, en tout cas ça s'est passé dans la plaine. Et donc tout le monde était là, les chefs des tribus, les chefs des armées, les notables, les dignitaires, tous les concernés de l'État. Il a mis du prestige autour de l'État, on est d'accord. Absolument.
et du spectaculaire un peu. Absolument. Voilà, quelque Absolument. chose Et donc, qu'on a encore aujourd'hui dans les manifestations un peu tout à fait. Et on a une cérémonie officielle. Patriotique ou nationale, c'est ça? Tout à fait. Une cérémonie officielle où il avait désigné son successeur qui était son fils le Mamoun. Mais... Et il l'a désigné comme gouverneur de Fès. Nous sommes à peu près 1590 à peu près. Donc du coup, à la veille de sa mort, parce qu'il est mort en 1603, le problème c'est qu'il y a eu, il se comporte très mal, le fils désigné pour devenir successeur et gouverneur de Fès, et le père rentre en conflit avec son fils. Donc il lui retire le droit à la succession, il désigne personne, et c'est à ce moment-là que le Mansour meurt. Eh bien, c'est le sujet d'un prochain podcast, la succession d'Ahmed Mansour. Et la guerre civile. Et la guerre civile qui va s'en suivre. Restez connectés sur Radio Ma'alif parce que je pense que la suite va être aussi passionnante que ce que vous avez entendu. Merci d'être là, les amis. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.